BFM Politique. Benjamin Duhamel. Alain Boer, invité de BFM Politique. Monsieur Boer, juste avant de commencer cet entretien, je signale à tous ceux qui nous regardent chez eux qu'ils peuvent vous interroger, vous interpeller directement en flashant le QR code qui est à la droite de l'écran et nous relayerons vos questions tout au long de cette émission. Alain Boer, je voudrais d'abord avoir votre regard sur ce qui s'est passé hier soir à l'Eurovision en Suède, à Malmö. La Suisse a gagné. Israël a obtenu un soutien très important du public, un soutien à mettre en perspective avec les huées dont a fait l'objet la chanteuse israélienne Eden Golan pendant la soirée, les manifestations contre sa participation, les appels à l'exclusion. Qu'est-ce que cette mobilisation dit selon vous? Est-ce que c'est un soutien à la cause palestinienne, une opposition à Israël ou un antisémitisme débridé? Les trois à la fois. D'abord, j'ai même rêvé ce matin en venant chez vous que vous présenteriez en tenue Nemo l'émission du jour. C'est un jour sur deux, oui. Parce que quand même. Mais non, au-delà de ça, toute compétition non guerrière renvoie le champ de bataille sur un autre terrain. On a inventé les Jeux Olympiques pour cela et l'Eurovision, qui est une compétition qui s'est élargie à de nombreux pays de l'Est après la chute du mur de Berlin, est devenu un enjeu géopolitique. D'ailleurs, il y a quelques années, un de mes collègues du CNRS, qui visiblement n'avait rien à faire de particulier, mais qui a vu la dimension géopolitique, a fait une géopolitique de l'Eurovision, comme on a fait une géopolitique du sport chez mon collègue Pascal Boniface, qui est souvent invité chez vous. Et donc, tout ce qui est compétition amène à remettre sur le terrain du conflit ou de la conflictualité, ce qu'on ne règle d'habitude pas avec les armes. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'on a la guerre et la conflictualité non guerrière en même temps, sur deux sujets. Et vous n'avez pas indiqué, mais c'est important que l'Ukraine, cette année encore, par le vote du public, avait obtenu un score d'autant moins légitime qu'on ne peut pas dire qu'ils avaient brillé d'un point de vue musical. Et rappelons qu'en 2022, ils avaient remporté l'Eurovision, avec une chanson extrêmement politique, puisqu'il y a une chanson sur l'invasion. Et d'ailleurs, la chanteuse israélienne expliquait au début que sa première chanson, la version 1, était en fait la réplique de la version de la chanson ukrainienne d'il y a 2 ans, et que d'ailleurs, elle ne comprenait pas pourquoi ça avait été retoqué ce qui avait été accepté il y a 2 ans ne l'était plus cette année. Donc oui, le concours de l'Eurovision permet des mobilisations. Du public pour voter pour la chanteuse israélienne qui a fait un extraordinaire score dans le vote du public, bien plus important que dans le vote des, on va dire, délégations. Deuxièmement, a permis à tous ceux qui voulaient exprimer que si on excluait la Russie, on pouvait aussi exclure Israël. Alors pour des raisons qui sont à géométrie variable. Cet argument qui est notamment utilisé par ceux qui plaidaient pour l'exclusion d'Israël, il vous paraît légitime, pertinent, ce parallèle fait entre le sort qui a été réservé à la Russie en 2022 et depuis 2022 et Israël? Alors, à titre personnel, je ne suis en général et de manière permanente, y compris pour les humoristes du service public, contre la censure. Je pense qu'on ne censure pas a priori, on punit a posteriori. C'est pour ça qu'on a des lois sur la diffamation, etc. Je suis pour la liberté d'expression, même quand elle m'est particulièrement insupportable ou intolérable. Je suis voltairo-badintérien. Robert Badinter expliquait ça de manière très juste il y a encore quelques années. Et donc, j'ai un petit problème avec l'interdiction a priori ou même a posteriori de s'exprimer. Par contre, je suis pour les poursuites pour ceux qui dépassent la ligne de ce qui est un sujet. Et justement, juste avant qu'Amandine j'ai juste cité Pierre Desproges. On peut faire de tout, mais pas avec n'importe qui. Je pense qu'on peut exprimer tout ce qu'on veut, mais qu'on doit être responsable et assumer ses provocations, ses insultes, etc. Mais qu'on doit le faire après. Juste avant la question d'Amandine, sur les scènes que l'on a pu voir, ces manifestations, ces convois ultra sécurisés pour transporter la chanteuse Eden Golan qui était confinée dans sa chambre d'hôtel, est-ce qu'il faut voir aussi dans ces mouvements une forme d'antisémitisme? Oui, bien sûr. Il y a de tout. Parce qu'il y a ceux qui confondent l'antisionisme et l'antisémitisme. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de juifs antisionistes qui ne sont pas antisémites, contrairement à l'idée générale qui voudrait que tout antisioniste devienne mécaniquement un antisémite. Il y a beaucoup de juifs pour la Palestine qui manifestent dans les facultés américaines. J'enseigne aux États-Unis, j'en connais. Je ne partage pas totalement la logique qui est la leur, mais je ne peux pas les accuser d'antisémitisme. Par nature, je comprends qu'on puisse avoir un problème, même quand on est juif, avec la manière dont le gouvernement d'Israël se comporte. Et d'ailleurs, il y a des
des électeurs israéliens qui le font bien mieux que je ne saurais le faire moi-même. Donc, je n'ai pas de difficulté avec ce mode d'expression. Ce qui me pose problème, c'est quand on est littéralement antisémite et qu'on explique, par exemple, vous avez un reportage qui vient de sortir là d'une réunion d'un Sénat étudiant discutant de la manière dont on s'exprime, qui dit nous, on est anti-juifs. Voilà, anti-juif, c'est punition, c'est prison, et c'est probablement exclusion de l'université, sans aucun problème. Si ça se passait chez moi, je le voterais sans problème. Par contre, expliquer qu'on est en désaccord total avec ce qui se passe dans la manière dont le gouvernement israélien intervient à Gaza ne me pose aucun problème. Je trouve ça plutôt légitime et sain, même si on peut discuter pour savoir si moi je suis ou pas d'accord. Mais je suis d'accord pour qu'on puisse l'exprimer. Question d'Amandine Atalaya. Qu'est-ce que vous avez pensé de la politisation qu'a faite la France insoumise de ce concours, parce qu'ils ont demandé l'exclusion d'Israël? Pour vous, c'était une façon de soutenir sincèrement la cause palestinienne? C'était de l'opportunisme? C'était totalement déplacé? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'appartiens au monde d'avant, et même d'avant, il y a très très longtemps. Voilà, j'ai l'âge de mes artères, et donc j'ai vécu les mouvements pro-palestiniens des années 80, qu'on a tous oubliés parce que ceci s'est perdu. Et c'est d'ailleurs une partie de l'explication de ce qui se produit aujourd'hui. La disparition du problème de la cause palestinienne tout d'un coup a amené une résurgence extraordinairement violente par une organisation structurellement terroriste qu'est le Hamas de cette opération, parce qu'il ne veut pas être les oubliés des accords d'Abraham. Mais il y a, sur la question du Vietnam ou sur la question de la Palestine, il y a 60, 50 ou 40 ans, les mouvements étaient très brutaux, tout le monde portait un kéfier. Moi pas, mais d'autres le portaient. C'était clairement affirmé. Et cette question a toujours été extraordinairement politique. Vous dites que ça ne se fait pas avec plus de violence aujourd'hui? Oh non, beaucoup moins. Même moins. Beaucoup moins. Alors, à l'époque, c'était les bagarres se faisaient à coups de barre de fer et dans des conditions où on oublie la violence, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'amnésie naturelle. La civilisation du débat politique nous a fait oublier à quel point il était structurellement et extraordinairement violent. Il est en train de le redevenir, c'est pas une bonne nouvelle. Même si, Alain Boer, sur la question du conflit israélo-palestinien, ce qui frappe aujourd'hui quand on écoute les débats, quand on voit les prises de position notamment de la France insoumise, c'est cette impression qu'une plus aucun dialogue n'est possible, qu'il y a une forme d'incroyable polarisation entre les deux camps qui ne partagent plus les mêmes mots, qui ne peuvent même pas se mettre d'accord sur les éléments les plus basiques du débat. Mais parce que la France insoumise, c'est une organisation révolutionnaire, organisée autour d'une structure doctrinale. Et pour tous ceux qui ont connu Jean-Luc Mélenchon, ce qui est mon cas, il y a 40 ans, il n'y a pas de surprise. C'est un mode organisationnel. Son problème n'est pas le débat, c'est la structuration d'une avant-garde révolutionnaire disponible, le cas échéant, pour... Il considère, pour dire les choses, qu'on est en situation pré-insurrectionnelle. Alors, pré-révolutionnaire, insurrectionnel, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu ce mot dans sa bouche, donc je ne voudrais pas l'y mettre. Il m'arrive d'entendre des tas de choses très créatives chez Jean-Luc Mélenchon, mais je ne sous-estime ni son intelligence, ni sa radicalité. Pour lui, il n'a jamais été un social-démocrate. Il n'a jamais revendiqué avoir été un social-démocrate. Ils avaient des relations d'estime mutuelle. Enfin, il estimait Michel Rocard, dont j'étais un des collaborateurs et qui ne s'est jamais trouvé dans cette situation-là, mais il n'a jamais caché ce qui est sa logique, qui est une logique révolutionnaire et radicale, de rupture et pas de composition. Ou quand on compose, c'est parce qu'on n'a pas d'autre opportunité pour se construire durant un moment de vache maigre. Ensuite, quand il y a un mouvement social, on utilise le mouvement social pour créer une avant-garde et une nouvelle génération de militants qui est à disposition pour le jour J. Ça a toujours été comme ça. Alors, ça n'arrive pas parce que ça n'arrive pas, et les dernières mobilisations, qui étaient plutôt environnementales, rébellion, extinction, etc., n'ont pas profité au mouvement révolutionnaire tel qu'il l'imaginait. Il est en train de se reconstruire sur la question palestinienne. Et c'est relativement légitime et parfaitement logique et cohérent avec tout ce qu'il a toujours été. Il n'y a rien de surprenant. Il ne faut pas sous-estimer Jean-Luc Mélenchon dans ce qu'il fait. Avant de donner la parole à Valérie Acco, quand la France insoumise milite pour l'exclusion de la candidate israélienne, c'est logique. C'est quoi? Est-ce que c'est un soutien sincère à la cause palestinienne ou est-ce que ça va un peu plus loin? Les deux. Il y a une partie des militants qui se sont rapprochés. D'ailleurs, vous allez voir progressivement une petite remontée de la France insoumise parce qu'elle attire les radicalités. Et on est dans une période de radicalité, donc on choisit toujours le plus radical des deux. Donc il y a une sorte de logique qui va dans ce sens-là. Il est en train de sauver son élection européenne et surtout de préparer son élection présidentielle. Donc une partie des gens, ils viennent de manière sincère parce qu'ils soutiennent l'idée qu'ils se font de la cause palestinienne ou d'une version de la cause palestinienne. Et dans un autre cas, c'est purement opportuniste et lié au fait que si tu es plus radical et plus dur que d'autres, tu auras plus de militants.
Question de Valérie Acco. Justement sur ces questions de conflit au Proche-Orient, on voit que ça déborde un petit peu partout, ça déborde aussi dans les universités françaises. On a vu mardi dernier l'évacuation de la Sorbonne qui était occupée par des militants et des étudiants pro-palestiniens. Alors cette évacuation, elle a fait grincer des dents chez les étudiants, notamment à l'UNEF qui expliquait que les étudiants étaient traités comme des criminels. Est-ce que c'était excessif, l'envoi des forces de l'ordre dans ce contexte? Quand j'étais vice-président de la Sorbonne, j'ai envoyé les forces de l'ordre évacuer la Sorbonne qui était occupée par des militants d'extrême droite. Donc c'est pas moi qui vais faire la critique des pouvoirs de police des présidents d'université. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Ouais. Ce qui est ennuyeux, et ce qui pose problème, c'est pas l'évacuation d'une occupation illégale qui empêche par exemple la tenue des examens. Parce que là, vous ruinez une année des autres étudiants qui, eux, ne demandent rien. C'est pas plus, d'ailleurs, le fait d'avoir un référendum pour savoir, auprès de tous les étudiants, si eux-mêmes sont favorables ou pas à des opérations de soutien et qui montreraient un soutien que je qualifierais de démocratique. Vous noterez d'ailleurs que personne ne le demande jamais, tellement on a peur de ne pas être aussi représentatif que ce qu'on croit dans sa radicalité. La vraie question, c'est quand on empêche les gens de s'exprimer, quand on occupe les amphis, quand on perturbe les discours, quand on violentise les gens, quand on interdit la voix de l'opposition dans un débat dit ouvert. Et donc là, il y a un enjeu où effectivement la police des universités doit s'exercer. Cette police existe depuis toujours. Elle s'exerce de la même manière depuis plus d'un siècle, ou depuis 1875 en tout cas. Et donc, il n'y a pas de nouveauté particulière. Après, est-ce qu'il y a des moyens pour s'exprimer dans les universités pour défendre une cause ou l'autre? Il n'y a aucune difficulté particulière. Et d'ailleurs, de temps en temps, le tribunal administratif réduit les pouvoirs des présidents d'université qui prennent des positions a priori qui sont peut-être excessives. Juste pour que ce soit clair aussi, en même temps, manifester pour la Palestine, ça ne veut pas dire forcément être antisémite. On est quand même... Ah non, mais je n'ai pas aucun problème avec ça. Je dis, on a le droit parfaitement de manifester pour la Palestine. Occuper des amphithéâtres et empêcher les examens, ce n'est pas manifester pour la Palestine. Et en même temps, ce sont, et d'ailleurs vous le disiez il y a un instant, des méthodes que l'on a pu voir depuis... Depuis que l'UNEF existe. Voilà. Et vous en connaissez un rayon. Oui. Question d'Amandine Atalaya. Vous ne croyez pas à une propagation, j'ai l'impression, dans ce que vous dites. Vous ne pensez pas que ça peut toucher beaucoup de lycées, beaucoup d'universités en France? Non, je crois qu'il faut être très attentif et très prudent. Contrairement à une idée répandue, les problématiques académiques, les mobilisations ne sont pas immédiates. C'est une vision a posteriori, on a l'impression que tout d'un coup ça a explosé. La France s'ennuie. 68, 86 j'y étais, il a fallu presque 3 mois pour que le mouvement embraye sur les réformes de Vaquet et autres. Non, il faut être très prudent. Il y a des braises qui sont là, elles sont là depuis les Gilets jaunes, elles n'ont pas disparu. On les a vues d'ailleurs de manière répétitive depuis 1986, en 93, en 95. Le mouvement s'est rajeuni, il concerne des populations moins politisées et surtout moins expérimentées que les étudiants, des lycéens, des collégiens. Non, il faut être extrêmement prudent. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que le gouvernement décide d'intervenir très vite dans les occupations pour éviter ce qu'on appelle l'enracinement et le pourrissement, parce que plus ça dure, plus ça devient compliqué à traiter. Mais je pense qu'il y a aussi des capacités de dialogue qui permettent aux gens de s'exprimer à l'intérieur des universités dans des conditions qui sont, entre guillemets, négociées. Mais il faut que les deux parties... tiennent leurs engagements, ce qui n'est pas toujours le cas. Un mot, Alain Bauer, avant de parler de la situation au Proche-Orient. Il y a un abcès de fixation sur le sort de Sciences Po. On entend beaucoup de choses, temple du wokisme, d'un présumé islamo-gauchisme. Est-ce qu'au fond, on fait face à Sciences Po à une minorité radicale, bruyante, ou est-ce que le mal est plus profond pour vous dans cet établissement qui incarne la formation, voire la reproduction des élites depuis qu'il a été fondé en 1870 par Émile Boutmy? Alors, d'abord, Émile Boutmy était plutôt un spécialiste des colonnes ioniennes et doriques et il a inventé Sciences Po parce que l'université ne voulait pas faire de sciences politiques. On peut comprendre peut-être pourquoi. Maintenant, tout le monde en fait et tant mieux. Non, il y a une très belle étude d'Anne Muxel sur les populations de Sciences Po qui montre à quel point c'est une population structurellement et beaucoup plus à gauche. Qui a montré que 55% des étudiants avaient voté Jean-Luc Mélenchon en 2022. Vous avez pu noter que ce n'est pas tout à fait la proportion du reste de la population, ni du reste des étudiants dans les universités, même celle, pas rien la mienne par exemple, qui est très à gauche. Donc il y a une concentration particulière qui amène évidemment des capacités de mobilisation plus importantes. Ensuite, Sciences Po est marqué par plusieurs épisodes de son histoire. Un premier épisode qui a été une sorte de, pas de wokisation, mais d'anglo-saxonisation du système par Richard Descoings, pour qui j'ai une pensée
ému puisqu'il a tragiquement disparu. Et depuis Richard Descoings, ancien directeur de Sciences Po, oui, qui s'est suicidé, semble-t-il, et qui Sciences Po depuis vit de crise de direction en crise de direction. D'ailleurs, j'ai une pensée pour une victime de cela. Je dis bien une victime, qui est Mathias Vichra, le tout dernier directeur, qui rappelons-le pour ceux qui nous regardent, a dû démissionner à la suite d'affaires conjugales. Il est avec son épouse renvoyé devant le tribunal à la suite d'une affaire de violence et donc conjugale. qui est plutôt victime d'un règlement de compte en bière, mais c'est un autre sujet. Je veux dire par là, il n'y a plus de direction à Sciences Po. Pour l'instant, il y a un administrateur provisoire, M. Basser, qui fait ce qu'il peut dans des conditions extrêmement difficile. Et effectivement, il y a un cas Sciences Po, mais qui n'est pas un cas Sciences Po plus particulier. Ça fait 20 ans qu'il y a un cas Sciences Po, qu'il y a une gauchisation particulière de Sciences Po. Et donc Sciences Po exprime très légitimement ce qu'est la nature exacte de ces étudiants. Ils ne sont pas pires qu'ailleurs, ils sont plus concentrés qu'ailleurs. Alain Boer, je voudrais qu'on parle donc de la situation au Proche-Orient et plus particulièrement à Rafah. Environ 300 000 Palestiniens ont quitté le sud de l'enclave selon Israël, où les combats s'intensifient avec le Hamas. Ça veut dire que la menace du président américain Joe Biden de cesser les livraisons d'armes, ça n'a pas d'effet ? Bon, d'abord, c'est cesser les livraisons d'armes à venir, pas celles qui sont déjà là, et c'est cesser les livraisons de certains types d'armes dont on considère... Qui pourraient être utilisées dans l'offensive. Non, y compris les experts israéliens considèrent que ce type d'armes, il est quasiment impossible de les utiliser à Rafah à cause de la proximité avec la frontière égyptienne et à cause du risque que cela représente, non pas vis-à-vis des Palestiniens, du Hamas ou de l'autorité palestinienne, mais de l'Égypte. Donc voilà, mais c'était une menace, c'est la première fois qu'elle est exprimée dans ce sens. D'ailleurs, elle provoque... Ce qui, quand on sait les relations entre Israël et les États-Unis, est une nouveauté. Oui, pas parce qu'il y a des très mauvaises relations entre M. Netanyahou et M. Biden, puisqu'elles ont toujours été très mauvaises, mais entre Israël et les États-Unis, c'est une nouveauté d'arriver à ce niveau de menace. En fait, le vrai problème d'Israël, comme le raconte d'ailleurs une partie de l'état-major israélien et même dans le cabinet de guerre, c'est qu'il n'y a pas d'après. C'est la première guerre sans objectif stratégique d'après. Il n'y a pas d'après. Il n'y a pas d'après sur qu'est-ce qu'on fait des 2 millions de Palestiniens. Il n'y a pas d'après sur qui gère Gaza et qui gère d'ailleurs la Cisjordanie où l'autorité palestinienne fait régner un semblant d'ordre alors qu'il y a des dizaines d'opérations tous les jours, moins visibles parce que moins bombardées, mais avec de Benjamin nombreux Netanyahou affrontements. a esquissé la possibilité d'un gouvernement, je cite, à Gaza avec des Gazaouis qui ne veulent pas notre destruction, avec l'aide des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, d'autres pays. Oui, alors c'est pour l'instant, les autres, on ne les voit pas bien. Alors, il y a effectivement un pays qui a la clé de la reconstruction de Gaza et de sa pacification, c'est l'Arabie Saoudite et personne d'autre, à cause des moyens considérables qu'il va falloir pour reconstruire Gaza. Je ne sais pas ce que les Gazaouis en pensent, ni ce qui reste du Hamas, ni de l'autorité palestinienne. Mais le vrai problème de toute cette affaire, c'est que depuis le début, à part les représailles liées à l'horreur de l'opération terroriste du 7 octobre, il n'y a aucun plan stratégique de c'est quoi la fin de la guerre, quand est-ce qu'elle se termine, puisque les objectifs de guerre sont inatteignables. Et pour en revenir à ce qu'on disait au début sur les États-Unis, s'ils mettaient leur menace à exécution de cesser de livrer des armes, est-ce qu'Israël est en mesure de poursuivre sa guerre ou est-ce que sans l'aide des États-Unis, c'est fini ? D'abord, c'est livrer certaines armes et pas toutes les armes. Israël a maintenu le fonctionnement du dôme de fer, c'est-à-dire l'élément essentiel de sécurisation de l'État d'Israël contre les attaques de missiles de toute nature. Et ça ne concerne que de très grosses bombes qui sont celles qui font le plus de dégâts et qui en général ne sont pas utilisées dans des zones très densément peuplées. C'est le problème qu'on appelle la doctrine Deria qu'Israël a mis en place en 2006 après des attaques simultanées du Hezbollah au nord et du Hamas au sud, le meurtre d'une demi-douzaine de soldats israéliens et l'enlèvement de Gilad Shalit qui a été libéré ensuite. Et la doctrine Deria, c'est la disproportion pour la paix, c'est-à-dire la destruction d'un quartier complet de Beyrouth qui était le siège du Hezbollah pour dire la prochaine fois, ça sera encore pire. Et en fait, ça a bien marché, entre guillemets, avec le Hezbollah qui est resté mesuré dans ses contre-offensives et qui n'a pas mené une offensive au nord. Ça viendra. Je pense que le Hezbollah se prépare et mes collègues israéliens viennent de sortir ce matin une note expliquant que d'ici 2026, il y aurait le même genre de problème vraiment au nord qu'il y a eu sur la bande de Gaza. Et ils sont en train de faire à Gaza une opération disproportionnée qui entre dans la doctrine Deria. Mais malheureusement, pour eux, il n'y a pas de solution à cette opération, parce qu'on ne fera pas faire disparaître 2 millions de Palestiniens et qu'ils ne se réfugieront ni en Jordanie ni en Égypte. Alors justement, sur la disproportion de cette réplique, quand on voit le drame humanitaire en cours, qui risque d'être encore un peu plus important avec cette offensive à Rafah, est-ce qu'il y a un risque qu'Israël soit mis au banc des nations, devienne
J'ai lu ça, je crois que c'était dans l'Express, une question qui était posée, qu'Israël devienne un État paria. Oui, bien sûr. C'est un risque que prend M. Netanyahou. M. Netanyahou ne protège pas Israël, il se protège lui-même. C'est tout le problème de cette affaire, d'ailleurs. Il est le pire dirigeant sécuritaire d'Israël, alors qu'il s'est fait élire comme étant le meilleur. Il est le principal responsable du désastre du 7 octobre en matière d'anticipation du renseignement, car les agentes du renseignement israélien ont parfaitement annoncé ce qui allait se passer et personne n'a cru. Un de mes collègues a écrit en juillet, fin juillet, qu'il y aurait une opération à Gaza, que le Hamas se préparait et qu'elle aurait lieu entre septembre et octobre. Il n'y a aucune surprise, si ce n'est la cécité, l'aveuglement et la stupidité du gouvernement d'Israël, tellement obnubilé par ses affaires intérieures de maintien de M. Netanyahou au pouvoir contre sa propre Cour constitutionnelle et ses affaires judiciaires, qu'ils ont cessé de s'occuper des choses importantes, c'est-à-dire les frontières extérieures. Donc il a une responsabilité. D'ailleurs, le contrôleur d'État a indiqué que oui, il y aura une vraie enquête sur le désastre du 7 octobre, comme il y a eu une enquête sur le désastre de 1973 qui avait abouti à l'éviction de Mme Golda Meir, qui n'était, et de loin, pas du même niveau que M. Netanyahou. Donc, on est bien dans une phase où il va falloir travailler, mais la vraie question, c'est quel est l'objectif de guerre raisonnable d'Israël, c'est-à-dire à quel moment ils considèrent qu'ils peuvent s'arrêter, et ils ne le savent toujours pas. Et on continue cette discussion, Alain Boer, juste après cette très courte pause. Restez avec nous dans BFM Politique. À tout de suite. BFM Politique. Benjamin Duhamel. Alain Boer, invité de BFM Politique. Alain Boer, avant de continuer cet entretien, une question d'une téléspectatrice. Voilà ce que Ève vous demande. Êtes-vous choqué que l'extrême droite la plus dure ait été autorisée à manifester hier dans les rues de Paris? Je rappelle que le préfet de police avait voulu interdire cette manifestation, que cette interdiction a été retoquée par le tribunal administratif et qu'il y avait environ 800 manifestants dans les rues de Paris hier. Êtes-vous choqué que cette manifestation ait pu avoir lieu? Comme je l'ai déjà indiqué, les pires de mes ennemis, ceux avec qui j'ai un total désaccord sur tout, ont le droit de s'exprimer. Et donc, quand on n'est pas d'accord... Même quand ce sont des gens cagoulés, avec des fumigènes, avec des sigles représentant l'extrême droite la plus radicale. Je suis pour qu'ils soient interpellés s'ils ne respectent pas la liberté de manifestation, mais pas pour qu'on leur interdise ni de s'exprimer, ni de manifester, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche. C'est un processus simple, parce qu'autrement... Tous ceux avec qui je ne suis pas d'accord vont rapidement devenir des sujets d'interdiction, juste parce que je ne suis pas d'accord. Et si en plus, là, je ne suis qu'un prof, je regarde ça de loin, mais si en plus j'avais le pouvoir, je pourrais être extrêmement agacé que des gens ne soient pas d'accord avec moi, donc d'exercer une pression encore plus grande encore pour leur interdire de s'exprimer, même s'ils n'étaient pas aussi extrémistes que ceux qu'on interdit actuellement. Et à la fin, vous vous trouvez enfermé dans une logique impossible qui est une sorte de géométrie variable en fonction de vos humeurs du moment. Pour éviter ça, l'idée générale, c'est le préfet dit « cette manifestation me paraît extrêmement dangereuse ». Il prend ses responsabilités, il dit « je l'interdis ». Le juge est saisi et dit « pas du tout ». Le juge a pris ses responsabilités et une fois que c'est fait, c'est fait. Et s'il y a des débordements ou des insultes ou de la diffamation, les mêmes vont, non pas au tribunal administratif, mais au tribunal judiciaire, rendre compte de leurs actes. Ça me paraît très bien et très équilibré. Mais qu'est-ce que dit cette manifestation? Est-ce que cela dit une résurgence d'une extrême droite violente, radicale, ou est-ce que c'est au fond, comme chaque année, parce que rappelons, c'est dans le cadre de la commémoration de la mort d'un militant radical qui s'appelle Sébastien Desieux. Est-ce que c'est comme tous les ans, ou est-ce qu'il y a une résurgence de cette extrême droite la plus dure? Alors c'est comme tous les ans, avec plus de monde que tous les ans, du fait des événements qui ont dit interdiction, pas interdiction. Mais enfin, vous avez une manifestation interdite qui s'appelle une rave, où il y a 10 000 personnes. Et bien qu'elle soit interdite, elle est autorisée ou tolérée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous avons un dispositif où, qu'il s'agisse de politique ou d'autres interdictions... Il n'y a pas de tatouage d'extrême droite. Vous n'avez pas bien regardé les rêveurs, je crois. Oui, côté je crois que le message politique n'est pas exactement le même. Côté tatouage, en tout cas. Non, mais je veux dire par là, il faut savoir ce qu'on veut. Donc soit on interdit tout et on fait respecter l'interdiction, soit on n'interdit rien, soit on fait ce qui est fait, le préfet prend sa position, le juge prend une décision, on respecte la décision du juge, c'est valable d'ailleurs pour les politiques comme pour les manifestants, et puis quand on veut interpeller des gens parce qu'ils ne respectent pas une décision de police ou de justice, ou qu'ils la contournent, ou qu'ils les exagèrent, on les interpelle, on les arrête et on les renvoie devant le juge judiciaire cette fois-ci. Ça me paraît très équilibré comme disposition et ça évite de se poser le problème de
qui j'aime et qui j'aime pas. Voilà donc pour la question d'Ève, et je rappelle à ceux qui nous regardent chez eux qu'ils peuvent continuer à vous poser des questions, Alain Bauer, avec ce QR code. Voilà, c'est magique. Question de Valérie Acco sur les Jeux Olympiques. Alors oui, effectivement, on change de sujet, on part sur les Jeux Olympiques. La vraie question qui se pose à l'heure actuelle sur les Jeux Olympiques, c'est la question de la sécurité. On a vu mercredi l'arrivée de la flamme à Marseille qui s'est très bien passée, sans anicroche. C'est de bon augure pour la suite ? Alors, j'ai aidé à organiser plusieurs candidatures aux Jeux Olympiques en France et à l'étranger. C'est une histoire qui dure du moment du départ de la flamme à Olympie jusqu'au moment de son retour. Et donc, ça va durer très longtemps. C'est une épreuve de fond. Ce n'est pas un 100 mètres ou un 110 mètres haies. C'est un en tout cas, marathon. c'est une épreuve de fond avec des haies tout le temps. Voilà, il faut être extrêmement concentré. Et en général, ça commence toujours bien, puis on sent soit la lassitude, soit la difficulté, En gros, etc. Si on vous suit, le plus dur est à venir. Le plus dur est à venir, parce que le plus dur, c'est le lendemain du jour, on se dit que ça y est, ça s'est bien passé. Parce que c'est le moment où on a un petit relapse, et on se dit, chouette, tout va bien. C'est le moment où, en général, ça ne va pas bien. Donc, il faut être très prudent. Mais moi, je n'ai jamais considéré que l'enjeu essentiel... Alors, on a eu un passage de la flamme au moment des Jeux de Pékin, qui était extrêmement perturbé par tous les opposants au régime de Pékin. Là, Notamment Reporters sans frontières. Les mesures sont prises. Et elle avait fini en bus. Plus ou moins bien, mais il va falloir que ça tienne jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. C'est une histoire. Et il faut se rappeler qu'un micro-incident pendant les Jeux olympiques a un maxi-effet. Voilà, j'étais un des conseillers du Comité international olympique pendant les Jeux d'Atlanta. Je rappelle que la bombinette d'Atlanta était grande comme ça et comme une pompe à vélo. Donc, il faut être très prudent sur... voilà. Il faut que ces Jeux soient une fête, il n'y a aucun problème avec ça, il faut qu'ils se passent bien. Après, on n'est pas obligé, quand on monte pour la première fois l'Everest, de se rajouter 40 kilos à chaque bras et à chaque jambe pour montrer qu'on en est capable. C'est-à-dire, vous trouvez que la cérémonie d'ouverture. Elle est surdimensionnée à vos yeux, la cérémonie d'ouverture du 26 juillet, qui est toujours prévue pour être sur la scène. Je n'ai pas d'avis esthétique, j'ai un avis sécuritaire. Je veux dire, avant le 7 octobre, c'était déjà... pas terrible. Depuis le 7 octobre, et notamment avec les problématiques de dronisation et nos capacités à gérer, non pas un ou deux, mais des centaines de drones qui pourraient porter ou ne pas porter, qui gérer un mouvement de foule. Il y a eu un petit mouvement de foule à Marseille. Les caméras l'ont soigneusement évité, mais il ne faut pas expliquer que tout ça est impossible. La foule est un sujet vivant qui peut bouger et créer des problématiques, même s'il n'y a rien. Et selon vous, ce serait plus raisonnable d'organiser tout ça, par exemple, au Stade de France, comme ça a été Non, évoqué ? le Stade de France, c'est impossible pour des raisons pratiques et d'organisation, mais il y a un plan B qui a été organisé. Emmanuel Macron avait lui-même parlé du Stade de France. Oui, enfin, il a surtout parlé du Trocadéro. C'est un plan B, c'est plutôt que d'avoir toute la scène, c'est seulement le tronçon entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, c'est-à-dire une sorte de cérémonie d'ouverture plus statique. Le problème, c'est qu'il faut arriver à gérer 3 dimensions. Vous savez, la sécurité, c'est périphérie, tu vois loin et tu te prépares. Périphérie, tu limites l'intrusion, et compartimentage, tu perds ta cuisine, tu n'es pas obligé de perdre ta salle de bain. Et donc, le système PPC, il a toujours existé, qu'il fonctionne en 3 dimensions ou en 2, c'est exactement la même chose. Et donc, la dimension drone change tout. Elle a tout changé. C'était déjà pas facile avant. Un gus avec un couteau, je vous rappelle le nombre de faits divers que vous avez vous-même traités ici au cours des dernières semaines. Une pompe à vélo avec 50 grammes de je ne sais pas quoi. Un drone qui jette de la farine, mais si tu ne sais pas si c'est de l'anthrax. Toutes les possibilités sont ouvertes. Donc tu réduis, non pas les risques, mais les effets des risques. Mais donc Alain Bauer, je résume pour ceux qui nous regardent, vous nous dites aujourd'hui que c'est une folie, vous continuez à penser que c'est une folie d'organiser la cérémonie d'ouverture le 26 juillet telle qu'elle existe. J'ai pas dit folie, j'ai dit folie criminelle, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la citation, qui est pire. Et j'ai dit, dans l'état actuel des choses. Là, on a réduit de quasiment la moitié le nombre de personnes, on a surcontrôlé les populations, vous avez le QR code à la puissance 12, mais ça ne change pas totalement un des sujets fondamentaux, qui est le problème du drone depuis... C'est le plus grand risque, ça entre la guerre d'Ukraine et le 7 octobre, tout le monde a considéré que tout avait changé en matière sécuritaire, militaire et terroriste. Et donc, a priori, si on pouvait réduire le risque, ça serait pas si mal. Vous avez, j'imagine, des échanges avec les autorités. Des échanges avec plein de gens, oui. Quand vous dites ça à Gérald Darmanin, c'est une folie criminelle de faire cette cérémonie d'ouverture le 26 juillet, qu'est-ce qu'il vous répond ? Je ne vais pas partager avec vous mes conversations avec qui que ce soit individuellement, mais la fois où est-ce qu'ils sont sensibles à ces avertissements ? Il ne faut pas les prendre pour des idiots. Quand je l'ai dit sur le plateau de C'est dans l'air, qui n'est pas véritablement le lieu des expressions dures, comme vous pouvez l'imaginer, je n'étais pas l'expression que de moi-même. Voilà.
C'est une expression collective de tous ceux qui n'étaient pas entendus par les étages supérieurs. Et d'ailleurs, j'ai noté avec intérêt que la plupart de ceux qui m'avaient dit ça m'ont remercié de l'avoir dit en m'envoyant des SMS, qui n'est pas le truc le plus anonyme que je connaisse, pour bien démontrer qu'ils assumaient. Et d'ailleurs, le préfet Lallemand, qui était à l'époque préfet de police, a très formellement expliqué que la cérémonie telle qu'elle lui avait été présentée à l'époque était, lui-même avait prononcé le mot de folie. Donc, on est assez en phase avec ceux qui sont sur le terrain. Juste avant une question d'Amandine sur les vigiles, est-ce que vous pensez, il y a le constat que vous faites, et est-ce que vous pensez qu'à la fin, les autorités vont finir par réduire encore un peu plus le périmètre, la typologie de cette cérémonie d'ouverture? Vous avez pu noter que c'est après l'attentat de Moscou qu'enfin le plan B, C, D, Z sont devenus officiellement existants, alors que tout le monde vous expliquait qu'ils ne l'étaient pas. Alors que ça faisait un an que tout le monde travaillait sur les plans en question. Donc je considérais que le mensonge idiot et stupide n'était pas véritablement de la bonne politique. Tout le monde travaille sur des tas de plans B ou C. Aujourd'hui, il n'y en a pas jusqu'à Z, heureusement. Ils existent, ils sont faits par des gens extrêmement compétents à la préfecture de police, au ministère de l'Intérieur, donc il n'y a pas, ou à la direction de la gendarmerie, il n'y a pas de sujet sur leur existence. Après, la décision est politique. Il y a une sorte de pulsion irrésistible à montrer qu'on en est capable. Je comprends bien la pulsion. Après tout, ça fait partie du Sisus, Alcius, Fortius. Ça marche aussi pour les questions d'organisation et pas seulement pour les compétitions. Mais je pense que n'importe quel événement qui viendrait à montrer que la tension sécuritaire est plus élevée amènerait mécaniquement du passage du plan A au plan B. Question d'Amandine. Oui, parce qu'il y a un autre problème, c'est celui des vigiles qui vont assurer la sécurité de ces Jeux Olympiques. C'est très difficile d'arriver à en trouver suffisamment et on craint qu'il en manque le jour J. En plus, ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Est-ce qu'à vos yeux, c'est un gros problème qu'on va arriver à régler ou pas? Et est-ce qu'ils sont par ailleurs assez capés? Alors, il en manque 25 000, il en manque toujours 25 000. Ils ne sont toujours pas là. Ceux qui existent, il y a 300 et quelques mille cartes. Et donc, quand les autorités disent ça va bien se passer, on va les trouver, le mensonge inutile est inutile. Voilà, donc je propose d'arrêter le mensonge inutile du genre tout va bien. Mais comment on fait sans eux alors? Tout ne va pas bien. Bon, on ne sait pas. Donc on fait avec l'armée, la police et les gendarmes qui sont surexploités. Pour l'État, Laurent Nunez, le préfet de police, dit pas question d'avoir recours ni à l'armée ni à la police pour pallier ce manque de vigiles. Oui, enfin on verra le lendemain, parce que c'est le lendemain du jour où les Jeux de Londres ont ouvert qu'on a découvert qu'il manquait entre 8 et 12 000 agents de sécurité. Ils n'aimeraient pas beaucoup le mot vigile, je leur dis pour eux. Bon, ils ne me traumatisent pas, mais qu'il en manquait. Et donc l'armée est arrivée au secours le lendemain du jour, parce que les principaux opérateurs, qu'ils soient volontaires, ou qu'ils soient agents de sécurité privés, découvrent subitement qu'ils ne voient pas les Jeux. Ils ont le dos tourné aux Jeux. Ils s'occupent de gérer des gens qui viennent et qui ne sont pas toujours très aimables, très bien, qui arrivent en retard, qu'il faut contrôler, fouiller, etc. Et en général, le jour après ou 2 jours après, vous avez une perte en ligne. C'est valable pour tous les grands événements, ce n'est pas que pour les Jeux Olympiques, de 10 à 30%. Donc vous en surrecrutez. Le problème, c'est que pendant les Jeux, je termine juste là, tous ceux qui sont déjà employés continuent à être employés. Leurs employeurs ont eux-mêmes organisé des manifestations supplémentaires. Vous n'allez pas, pour 2 mois de jeu, perdre des contrats d'1 an, 2 ans ou 3 ans avec vos principaux commanditaires. Et quand les gens ne veulent pas travailler dans ce secteur, qui est un secteur où le taux de rotation, c'est-à-dire les gens qui changent d'emploi ou d'employeur de plus de 80% par an, parce que c'est un accès à l'emploi et ce n'est pas une profession en tant que telle, eh bien vous avez des difficultés considérables à leur côté. Donc les étudiants, les retraités, tout ça c'est très bien, ça existe partout. En général, c'est des volontaires et pas des agents, mais la préparation est faible, le niveau d'intensité du métier est considérable, la concentration des événements va être massive sur un temps relativement court, et donc pour l'instant, il en manque toujours 20 à 25 000. 20-25 000, qu'est-ce que peuvent faire les autorités pour essayer d'inciter les agents de sécurité à venir? Mieux les payer, mieux les former et imposer à leurs employeurs de les respecter et pas de les considérer comme ce qu'ils font, c'est-à-dire des agents de nettoyage reconvertis dans la sécurité. C'est pas suffisamment attractif pour pas encore, parce qu'il y a toujours et d'ailleurs les acheteurs d'État sont les premiers à tirer le marché par le bas. Au lieu de prendre le mieux disant, le mieux formé, mieux payé, ils prennent les moins disant, moins formés, moins payés. Ils incitent eux-mêmes à la dégradation du marché. Et d'ailleurs, les employeurs, parce que je suis un peu méchant avec eux, en fait, ils font vivre leur business comme ils peuvent. Et donc, ils ont des agents de haute qualité, hautement valorisés, mais qui sont employés toute l'année dans le monde du luxe, par exemple, ou au Festival de Cannes, parce qu'on ne gère pas tout à fait les stars comme on gère le visiteur lambda. Et puis, le reste, ils font avec ce qu'ils peuvent. Tous ces événements ont lieu en même temps, vous avez pu le constater. Où voulez-vous qu'on crée des agents de sécurité qui n'existent pas et qui, eux-mêmes, considèrent qu'ils sont surexploités et mal payés?
payer. Amandine. Oui, tout ça n'est pas très rassurant, parce que cérémonie, plan A, vous nous dites folie criminelle. Sur les vigiles, vous dites c'est un mensonge. Sur les policiers, qu'est-ce que vous pensez du fait que certains jours, plus de 45 000 forces de l'ordre vont être mobilisées? C'est faisable ou là aussi on va arriver à un épuisement total Ils sont des forces de l'ordre? déjà épuisés, mais c'est faisable parce que les agents du service public sont vraiment corvéables à merci, et même s'ils ont obtenu légitimement d'ailleurs des primes, le problème c'est tout ce qui n'aura pas lieu. Tous les autres festivals qui ne vont pas avoir lieu, la surveillance des plages qui ne sera pas possible, la disponibilité des forces de sécurité qui seront totalement concentrées dans les Jeux, qui ne sont pas qu'à Paris. Je rappelle qu'il y en a dans toute la France et outre-mer. Donc on est dans une configuration où les agents du service public, policiers, gendarmes et militaires, contrairement à tout ce qu'on raconte, pallieront à tout ce qui manque, parce que l'important ne sera pas le jour J des Jeux, mais probablement le jour J+1 ou +2. Alain Boer, les Jeux Olympiques, c'est aussi le retour du QR code autour des sites olympiques, le jour de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que c'est un bon outil ou est-ce qu'il y a un risque d'atteinte à la liberté d'aller et venir ? De toute façon, il y a une atteinte à la liberté d'aller et venir, parce que vous ne pourrez pas aller et venir. Excessive, disons. Atteinte excessive. Alors, excessive, non. Elle est totalement... Vous voyez bien sur les réseaux sociaux comment ça fleurit l'idée que c'est le retour du QR code pendant la pandémie. J'ai demandé, en regardant ce que je faisais dans une semaine, c'est entre le Conservatoire des Arts et Métiers, l'École de guerre et les autres, BFM, où aller faire mon petit tournage d'au bout de l'enquête, j'ai demandé comment je faisais pour avoir un QR code aussi... Voilà, j'ai demandé un QR code personnalisé, sur mesure, qui me permettait d'aller à peu près partout du même coup. Et alors imaginez que je dois y aller à une réunion des comités de sécurité du CIO, si vous voulez avoir un avis sur quelque chose. Là, j'entre dans la zone rouge, ou noir, 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 comme on veut, c'est comme pour les rentrées. Donc, en fait, il y a un problème qui est... Voilà, mais c'est légitime, c'est logique, et ça a du sens de trouver un palliatif aux difficultés qu'on crée soi-même avec ces questions de sécurisation de Jeux Olympiques dans une ville aussi concentrée, aussi difficile que Paris. Voilà, moi j'aimerais déjà avoir un QR code pour les travaux de Madame Hidalgo. D'accord, ça c'est pour la maire de Paris. Non mais, est-ce qu'au fond, il y a une alternative à ces QR codes? Non, donc c'est une sorte de mal nécessaire pendant... Et encore, on peut encore avoir mieux. On avait vu après l'affaire du Stade de France qui avait été très mal gérée en matière de sécurité suite à une grève mal maîtrisée du RER-B, que la semaine d'après, il y avait un concert d'un très grand chanteur avec un dispositif de QR code aléatoire qui ne crée pas un fichier spécifique et particulier, qui avait très bien marché et qu'on aurait pu d'ailleurs utilisé à terme, non seulement pour ça, mais aussi pour un certain nombre de rencontres de football, ce qui éviterait les interdictions de déplacement des supporters globales, collectives, pour arriver simplement à une gestion intelligente des hooligans et autres voyous qui se cachent derrière le beau sport qu'est le football. En plus des QR codes, il y aura même des enquêtes administratives qui seront faites sur ceux qui veulent, dans le périmètre de la cérémonie d'ouverture, y rentrer entre 8 jours avant la cérémonie et évidemment le jour même. Là encore, est-ce que c'est la meilleure façon d'essayer de limiter le risque antiterroriste ou est-ce que ça va trop loin? C'est pas la meilleure, c'est la seule. Donc c'est ça où on n'entre pas, où tout le monde rentre. Donc pas d'atteinte excessive, là encore Non, parce que le problème, c'est le contrôle. C'est-à-dire que si on vous refuse l'enquête, est-ce que le juge administratif a la capacité de faire ce qu'il a fait pour les manifestations, etc. C'est le cas. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, le fait d'avoir une permanence du juge administratif pour retoquer éventuellement les décisions prises de manière excessive est une garantie. Le problème, c'est l'équilibre. Question d'Amandine Atalaya sur la violence des mineurs. Oui, parce que le gouvernement travaille sur beaucoup de mesures sur ce sujet. Et jeudi, Gabriel Attal va recevoir le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, pour discuter des pistes. Parmi celles que Gabriel Attal envisage, il y a l'atténuation de l'excuse de minorité. Est-ce que pour vous, ça a du sens? Ça peut aider ou pas? Le problème, c'est quel est l'âge de discernement et de responsabilité? Car je vous rappelle qu'en France, nous avons des âges à géométrie variable pour tout. L'âge de discernement est aujourd'hui 13 ans. L'âge de responsabilité, environ 15 ans en matière sexuelle. L'âge électoral, 18 ans. Mais on peut travailler à partir de 15 ou 16. Et donc, nous avons une espèce de profusion d'âge à géométrie variable qui fait que plus personne ne s'y retrouve. L'idée, ce serait, sur les 16-18 ans, que cette excuse de minorité soit une exception désormais, si je comprends bien. Oui, mais l'excuse de minorité, en fait, elle permet de dire quoi?
on est jugé dans un tribunal spécialisé pour les enfants ou les mineurs. Ça me paraît toujours être une très bonne idée. 2, on ne peut pas être condamné à la peine complète, mais seulement à la moitié. Et 3, l'éducatif prime sur le répressif. Je ne vois pas où est le problème dans ces 3 mesures-là. La vraie question, il est dans la réforme du Code de 2021, qui est actuellement le cas, qui est qu'entre le moment où on reconnaît les faits et le moment où il y a une décision de justice, il y a désormais une période relativement longue. Ce qu'on appelle la composition pénale, c'est-à-dire le fait qu'on distingue le moment où il y a la condamnation et la peine qui est infligée. Voilà, il y a 6 mois d'évaluation. Or, dans les 6 mois d'évaluation, le grand problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour évaluer. Et que surtout, on a le sentiment qu'il ne se passe rien, puisqu'il n'y a aucune mesure effective, y compris en matière de violence physique, c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que nous avons un code pénal qui punit pour tout et tout le monde. Évidemment, ça ne marche pas. Donc, on fait des aménagements. Avant, on avait circonstances atténuantes, circonstances aggravantes, ça a disparu dans les années 90, 94, la réforme du code pénal, et depuis, on est dans un espèce de truc entre deux, où on ne sait plus très bien. Donc, la justice n'est pas laxiste, elle condamne très fort, mais très tard. Très, très tard. On n'a jamais eu autant de condamnations pour des peines aussi longues et avec des gens aussi jeunes. Pas toujours mineurs, mais relativement jeunes, et notamment jeunes adultes. Et donc, on n'a pas de sentiment d'une décision qui est prise. Donc, on entre, on sort, et on a un sentiment qu'ils sont sortis plus vite qu'ils ne sont rentrés. Policiers, gendarmes et un certain nombre de magistrats aussi indiquent qu'ils ont un problème avec ce type de mesures. Et donc, cette réforme, qui paraissait, comme d'habitude, une réforme de bon sens en haut, est très difficile à appliquer en bas. En revanche, la question quand même, c'est est-ce que ça a un caractère dissuasif ? Parce que est-ce que vous pensez vraiment qu'un jeune de 16 ans qui va en tabasser un autre va se dire « Ah bah tiens, il n'y a plus l'excuse de minorité, ou là, je vais peut-être pas y aller ». Alors, pour rencontrer un certain nombre de criminels, c'est le charme de ma profession, et de papoter avec eux, puis j'ai les faits vus à la télévision, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils peuvent partager avec moi des choses qu'ils ne diraient pas à leurs propres avocats. Chance. Oui, c'est bien. C'est un peu comme Dominique Rizet. On se partage. Qu'on salue, mais que vous retrouverez dans un instant. Oui. On a un certain nombre d'éléments, ils vous racontent comment ils font et pourquoi ils le font. Quand vous avez des guetteurs qui ont entre 13 et 16 ans, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de punition ni de poursuite dans le trafic de stupes, qui est l'élément structurant de la criminalité française et de sa violentisation. Jamais on a répandu autant sur le territoire, jamais on a eu autant d'autoproduction, jamais on a eu autant de concurrence extrêmement violente. Et il faut le savoir, le trafic de stupes, c'est le modèle ultimum de l'économie libérale de marché. Intégration verticale, intégration horizontale, investissement dans la recherche et développement, petit incentive pour le personnel. Seul le règlement de la concurrence est plus définitif que dans le commerce traditionnel. Or, le problème, c'est que ces gens sont de plus en plus jeunes. Le caïda, aujourd'hui, c'est moins de 3 ans de durée. Le rythme de reproduction est de plus en plus faible. Et il n'y a plus de juge de paix du milieu depuis la mort de Jean-G. Colonna. Donc, il y a un problème général de déstructuration du marché des stupes français et donc d'augmentation massive de la violence et d'utilisation des mineurs parce qu'ils sont mineurs pour être des éléments de trafic. Vous qui scrutez les chiffres, est-ce que l'on peut dire sur la durée qu'il y a une explosion de la violence des mineurs ? Non, on peut dire la chose suivante. En matière d'homicide, chiffre stable depuis 1972, il y a une situation qui est la suivante. Homicide et tentative d'homicide. La pire année connue depuis 50 ans est 2023, avec 5000. C'est la pire année. Et elle concerne toutes les catégories de population, tous les âges de population, et particulièrement mineurs et jeunes adultes. Donc il y a un retour très fort d'une tendance qui avait disparu. En 2012-2013, il y avait moins de 700 homicides en France. L'année dernière, il y en a eu 1010. Ça fait 50% de plus. Ce n'est pas juste des croix sur un tableau Excel. Et deuxièmement, en tentative d'homicide, c'est-à-dire des homicides ratés, ce ne sont que des homicides ratés, on atteint le pire chiffre qu'on ait jamais atteint de notre histoire statistique. Et ça concerne aussi mineurs et jeunes majeurs. Donc oui, il y a un problème de dégradation rapide et intense, accélérée, de la violence homicide. Le reste, on ne sait pas bien, parce que les modalités de poursuite, justement, les conditions dans lesquelles on poursuit, ce qu'on enregistre comme des violences. Mais si vous prenez les violences volontaires, qui doivent être à 300 000, je crois, vous avez des chiffres qui sont aussi extraordinairement élevés du point de vue du propre système statistique du ministère de l'Intérieur. Pour terminer, Alain Bauer, question d'un téléspectateur, voilà ce que vous demande Tony. Est-ce que le choix de Jul, le rappeur, pour allumer le chaudron olympique vous a choqué ? Non, pas plus qu'autre chose. Si c'est une voie vers la rédemption, le respect... Certains ont fait référence à une chanson de 20parce où il avait... la première. Voilà, la première sur chanson. la question du viol, où il y avait une parole là-dessus. Ah oui, c'est sa première chanson. Parce que je suis allé voir. J'ai des filleuls jeunes, donc j'essaye de me mettre à jour. Vous connaissez un peu le geste de Jul ? Oui.
Allez-y. avec les deux. Alors allez-y pour le faire. Ah non, je ne suis pas Joule. Bon, on peut ne pas être Joule et pouvoir le faire. Oui, ben voilà, merci. Bon. Donc ça vous a pas choqué alors? Non, mais si c'est un acte de rédemption visant à montrer que désormais il respecte la limitation de vitesse, qu'il fume un peu moins quand il conduit et qu'il respecte les femmes et que cette possibilité-là, tout de blanc vêtu, permet de montrer justement un passage à autre chose. Moi, je crois à la rédemption et à l'amélioration des individus. Comment je ne ferais pas ce Et métier-là? c'est une bonne image de la France de voir le rappeur Joule En qui tout cas, allume... j'ai cru comprendre que pour les Marseillais, c'était une la bonne veste image de olympique. l'idée qu'ils se font de leur propre ville. Et je ne suis pas Marseillais, donc je pense que c'est leur problème à eux. C'est un choix aussi légitime qu'autre chose. J'ai vu que d'autres avaient été choisis puis déchoisis au fil du temps. Et certains espéraient Zinedine Zidane, mais peut-être que Faut pas ce choix-là est désespérer. réservé Il ne faut pour... pas désespérer sur la scène. Vous avez des informations Non. en ce sens? Non. Merci beaucoup Alain Boer d'avoir été l'invité de BFM Politique. Merci Amandine, merci Valérie. Je signale votre dernier livre, Les lois, décrets et arrêtés les plus cons de l'histoire. Qui a dit que les législateurs n'avaient pas le sens de l'humour? Tout un programme, c'est aux éditions Un peu d'humour First. dans un monde de bruit. Merci beaucoup Alain Boer. Tout de suite, vous retrouvez Affaire suivante avec Philippe Gaudin et donc votre ami Dominique Rizet. Et pas moi cette semaine. Pas cette semaine, mais vous serez de retour dans les prochaines semaines. Quant à moi, je vous retrouve ce soir, 18h, c'est pas tous les jours dimanche. Mon invité, le philosophe Raphaël Enthoven. Belle journée, l'info continue sur BFM TV et vive la politique.